Dorothée Schmidt, bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques, responsable du programme Turquie-Moyen-Orient à l'IFRI. 7e soirée consécutive de manifestations hier. Des dizaines de milliers d'habitants étaient dans les rues d'Istanbul. Alors pour protester contre l'arrestation du maire d'Istanbul mercredi dernier. Mais on voit que la colère va au-delà. Je vous propose d'écouter la réaction de deux manifestants. Ça fait le 5e jour que je suis là, parce que nos droits sont piétinés par le pouvoir. On n'a pas peur, parce qu'on n'a rien fait de mal. Nos droits sont piétinés, on n'a pas peur. On a l'impression qu'avec l'arrestation de cet opposant, le maire d'Istanbul, Erdogan a comme libéré une colère, ouvert une boîte de Pandore. Oui, alors il a mis les gens dans la rue, alors que la dernière fois qu'on s'est rendu compte que l'opposition relevait la tête, c'était aux élections municipales l'année dernière, où le parti du maire d'Istanbul, le grand parti d'opposition, Parti républicain du peuple, a eu de très bons résultats électoraux. Et on pensait qu'il y avait une forme de rééquilibrage de la vie politique. Et puis là, Erdogan a lancé deux grandes manœuvres. D'une part, la normalisation avec les Kurdes en essayant de dissoudre le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, cette guérilla qui se bat contre l'État turc. Et de l'autre côté, une offensive contre les libéraux, avec le maire d'Istanbul, qui est une personnalité politique très talentueuse, dont on sait que c'est vraiment un défi à Erdogan en soi. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que cette colère, elle est urbaine et, pour faire simple, elle concerne la jeunesse d'Istanbul, Istanbul qui est la ville la plus européenne de Turquie, qui est à cheval sur l'Europe d'ailleurs, ou est-ce qu'elle concerne tout le pays et en fait Erdogan serait face à une colère plus profonde, plus sourde, qui dépasserait les milieux un peu bobos, j'allais dire, de la Turquie et étudiants turcs? Bon, d'abord, les résultats électoraux dont je parle de l'année dernière, ils dépassent Istanbul. Mais effectivement, Istanbul, c'est, comme on le dit toujours, 16 millions d'habitants, un tiers du PIB de la Turquie, donc c'est quand même extrêmement important pour donner le là. Du pays. Et d'ailleurs, c'est une capitale qui effectivement est une capitale peut-être plus européenne que d'autres villes turques, mais qui néanmoins symboliquement a été très réinvestie par le parti du président Tayyip Erdogan, qui voulait vraiment installer l'Anatolie orientale, qui est son fonds de commerce un peu, dans la ville. Donc aujourd'hui, Istanbul, c'est très important, mais évidemment, ce qu'on regarde, c'est si les manifestations se répandent, si elles s'étendent au reste de la Turquie. On n'en est pas encore à un mouvement d'une ampleur de celui de Gezi qu'on avait eu en 2013. Vous vous souvenez de ces très grandes manifestations en Turquie? Quels sont les ressorts de cette colère? Le Monde titrait « Une jeunesse étudiante qui n'a plus rien à perdre ». Effectivement, on a vu sur vos images des manifestants très jeunes, des étudiants, dont certains se voilent le visage parce qu'ils ne veulent pas être reconnus et que la police utilise la reconnaissance faciale pour ensuite venir les mettre en garde à vue ou leur causer d'autres problèmes à l'avenir, parce que c'est ce qu'Erdogan menace de faire tout le temps maintenant, hein. Il menace les gens qui manifestent de plus jamais trouver de travail dans la fonction publique, d'être poursuivis par la justice à différents moments. Mais d'abord, on a évidemment les soutiens, les votants, les militants du parti de Ekrem İmamoğlu, du maire d'Istanbul. Mais vous savez que dimanche dernier, ils ont organisé une primaire pour la désignation du candidat à la présidentielle de ce parti. Ils ont ouvert la primaire à l'ensemble du pays et on a eu 15,5 millions de votants, ce qui est énorme. Donc tout ça en vue de la prochaine élection, ce qui augure mal de cette prochaine élection. Apparemment, les gens se sont déplacés pour qu'il y ait un opposant crédible à Erdogan. Est-ce que ça veut dire, parce qu'au fond on est là, on parle de démocrature, hein, maintenant c'est le mot à la mode, mais on a l'impression qu'en Turquie, contrairement à la Russie, il y a quand même des élections avec un opposant qui certes est embastillé aujourd'hui, mais enfin qui il y a un an avait gagné les élections et a été élu démocratiquement maire d'Istanbul. Est-ce que c'est quand même une démocratie qui fonctionne, alors je ne sais pas comment dire, à 60, à 40%? Oui, on peut dire que la Turquie, c'est une démocratie imparfaite. Il y a toujours quelque chose qui la retient un peu du côté du mauvais côté politique, de l'autocratie. Erdogan a fait une réforme constitutionnelle qui lui donne pratiquement tous les pouvoirs. Il n'a pas de Premier ministre, il dirige son parti, il dirige le pays, il dirige tout le monde. Maintenant, il essaie de mettre tous ses opposants en prison et pendant très longtemps, il tirait sa légitimité du fait que les élections en Turquie sont libres et que
le peuple turc votait pour lui. Le problème, c'est que là, le peuple turc commence à voter moins pour lui. Et le premier moyen qu'il a trouvé d'arrêter cette pente descendante, eh bien, c'est tout simplement de mettre les opposants en prison. Le peuple vote moins pour lui. Il faut dire que ça fait 22 ans qu'il est au pouvoir. Absolument. Il y a une usure, tout simplement. simplement. Ils sont arrivés en 2002 au pouvoir, donc il y a certainement une usure. Il y a aussi une crise économique rampante qui a beaucoup attaqué le pouvoir d'achat des Turcs. Et là, ce qui se passe depuis une semaine menace quand même de provoquer une vraie crise financière en Turquie. La Banque centrale a massivement dû utiliser ses réserves pour soutenir la livre. Il y a une grosse crise économique en préparation. Pour souder son peuple, on sait qu'il a essayé de jouer la corde nationaliste en réveillant la gloire de l'Empire ottoman. Est-ce qu'il a voulu aussi jouer sur la carte religieuse? Je crois qu'on se souvient qu'il voulait une génération pieuse. Soit dit en passant, les manifestants qu'on voyait dans le reportage à Istanbul, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient le voile. Dans les jeunes filles, qui étaient dehors le soir. Oui, c'est les garçons. Oui, je parlais des filles. Sur la figure. Oui, mais alors, oui, c'est les garçons qu'on le voile pour ne pas être reconnus, vous avez raison. Malgré tout, Imamoglu lui-même est très populaire parce qu'il dit qu'il est un musulman pratiquant. Il vient d'une famille traditionnelle turque. Vous savez qu'on est en plein ramadan, c'est la fin du ramadan. Et ils organisent maintenant des iftars, des ruptures de jeûne. Donc là, ce soir, il y a une rupture de jeûne organisée par le parti de l'opposant arrêté. Et ce week-end, on a la fin du ramadan et on espère, enfin le parti espère en tout cas, qu'il va pouvoir amener à la faveur des vacances, c'est un peu comme les vacances de Noël, les gens à manifester davantage. Parce qu'il y a, oui, donc samedi, il y a un nouvel appel à une grande manifestation à Istanbul. Vous l'avez dit tout à l'heure, Erdogan a déjà emprisonné ou arrêté 1400 opposants. C'est le signe de quoi, ça? C'est quand même le signe, quand on en est réduit à embastiller ses opposants. Est-ce que c'est le signe d'un président qui a peur, tout simplement? Surtout des très jeunes. Oui, alors c'est un président qui a peur, mais c'est aussi un président qui essaie de faire peur. Donc jusqu'à présent, les manifestations dans la rue ne sont pas forcément extrêmement massives. C'est pour ça que j'insiste aussi sur le scrutin, la primaire de dimanche, qui était quand même qui est un indicateur quantitatif de l'insatisfaction. Les gens ont un peu peur d'aller manifester parce qu'il y a un déploiement policier énorme. La police tire quand même des balles en caoutchouc depuis le 2e ou le 3e jour des manifestations contre les étudiants. Donc c'est quand même très violent. Et il ne faudrait pas que la répression arrive à un niveau beaucoup plus grave que ça. Or, pourquoi? Un niveau type Poutine ou je sais pas, ou à façon iranienne, à l'iranienne? Oui, il est à craindre évidemment que la police ait le dessus sur les manifestants. Et jusqu'ici, Erdogan essaie quand même d'éviter ça lui aussi parce qu'il a une gestion, je dirais, assez fine de la violence. C'est-à-dire que mettre les gens en garde à vue, les garder 2-3 jours en garde à vue, les relâcher ou les garder en préventive un peu plus longtemps, ça a réussi à domestiquer, à calmer en fait le jeu pendant très longtemps en Turquie et notamment depuis 2016 où je vous rappelle qu'il y a eu une tentative de coup d'État militaire ratée en Turquie. Des arrestations par milliers, par dizaines de milliers en Turquie, beaucoup de gens qui sont passés par la prison et ça a été vraiment le moyen pour Erdogan de garder la Turquie à sa main. Ce qui fait que la Turquie, malgré cette répression light, je ne sais pas comment la qualifier, enfin light, il y a quand même eu, on n'est pas en tous les cas avec des balles, voilà, on n'est pas avec des balles réelles. Il y a moins de comme morts, en mais Iran. c'est très efficace. Ouais, est-ce que ça expliquerait le silence des chancelleries occidentales? Alors si je crois que les Américains ont dit nous sommes vigilants. Les Américains ont commencé par avoir une première réaction où ils expliquaient bien clairement qu'ils n'avaient pas interféré dans les affaires internes de la Turquie. Donc au contraire, je pense que ça a été interprété par Erdogan comme un laisser-faire, comme un blanc-seing complet. Mais là, Marco Rubio a rencontré, donc le ministre des Affaires étrangères américain a rencontré le Turc hier et lui a dit en toute fin de rencontre qu'il était quand même inquiet, préoccupé de ce qui se passait en Turquie. Les Européens sont très embarrassés parce qu'ils sont dans un dialogue beaucoup plus proche avec la Turquie et notamment aujourd'hui avec cette question des équilibres de sécurité après un hypothétique accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que la Turquie sera du côté des Européens pour équilibrer le continent face à la Russie? C'est un tour de force, ça. Depuis le début, Erdogan, on ne sait pas s'il est du côté des Russes ou du côté des Ukrainiens. Il a mis les deux. Il est des deux côtés. Il a dit qu'il était neutre, mais en réalité, il est très engagé à la fois avec les Russes et avec les Ukrainiens. C'est-à-dire qu'il a vraiment
déclaré que c'était une agression russe, il soutient la souveraineté de l'Ukraine, mais il n'a pas appliqué les sanctions. Il a donc offert un poumon économique à la Russie pendant toute la guerre. Ouais. Et en échange de cet échange de bons procédés qui fait que Vladimir Poutine lui donne du gaz à prix réduit avec des délais de paiement. Donc il a besoin des deux et il a vraiment, notamment du point de vue économique, il est dans une forme de dépendance vis-à-vis de la Russie qui est très importante. Donc c'est pas évident de garder la Turquie de notre côté. Je vous rappelle qu'elle est membre de l'OTAN. C'est pour ça aussi qu'on ne dit pas grand-chose. Oui, c'est pour ça qu'on ne dit pas grand-chose. Mais je vous rappelle qu'elle est membre de l'OTAN, donc elle fait partie de notre alliance atlantique, de notre organisation militaire actuelle. La question est, est-ce qu'on l'associe à la défense européenne? Merci beaucoup Dorothée Schmidt de nous avoir éclairé sur la situation en Turquie. Tout de suite, C'est dans l'air qui revient sur Donald Trump à l'offensive, à nouveau sur le Groenland. C'est dans l'air qui est intitulé ce soir, Trump, il nous faut le Groenland. Retrouvez C'est dans l'air